La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. 4 heures au matin, j'étais réveillé par la gendarmerie, comme quoi l'abattoir devait être fermé aujourd'hui, le 2 juin. Et dans l'attente de plus d'informations, nous préférons retirer de la vente les poulets belges. Oh ben ça alors. Ils nous font payer cette crise dans laquelle nous ne sommes pour rien, puisque c'est pas nous qui avons mis de la dioxine dedans. Des milliards, des millions, des centaines de milliers. Il y a des moments où les chiffres ne signifient plus grand-chose, ne mesurent plus rien. Un moment comme cela, la Belgique en a connu un en 1999. Des millions de poulets abattus, des millions d'œufs incinérés, des milliards d'euros de perdus. Les chiffres de la crise de la dioxine donnent le tournis. Cette crise s'est déclarée 2 semaines avant les élections du 13 juin 1999, quand la presse a révélé que la nourriture de poules et de poulets contenait de la graisse de moteur. Résultat, une contamination majeure de la chaîne alimentaire à la dioxine, un dangereux polluant. La gestion de cette crise est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Mensonge, manque de transparence, hésitation. L'image de la Belgique en a pris un coup auprès de ses citoyens, mais aussi à l'international. La crise de la dioxine a aussi été le chant du cygne du CVP qui dirigeait la Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On s'attaque aujourd'hui à un gros morceau de l'histoire récente de la Belgique, la crise de la dioxine en 1999. Oui, on s'est dit qu'avec le récent scandale de la pollution de l'eau potable au PFAS, il nous fallait revenir sur ce qui reste sans doute le plus gros scandale sanitaire de l'histoire du pays. Pendant quelques semaines, en 1999, la Belgique a vécu en mode panique. Tout ce qui touchait de près ou de loin aux poules et aux poulets était devenu suspect. Cette crise de la dioxine a eu des conséquences énormes, des conséquences économiques pour l'agriculture, des conséquences sanitaires avec des milliers de personnes contaminées, des conséquences pratiques avec, par exemple, la création de l'AFSCA, et puis des conséquences politiques aussi avec une sanction électorale immédiate pour le gouvernement de Jean-Luc Dehaene et son parti, le CVP, devenu depuis le CDNV. Oui, parce que pour bien comprendre l'impact énorme de cette crise, il faut avoir à l'esprit le calendrier. La révélation d'une importante contamination de la chaîne alimentaire intervient 2 semaines avant les élections de 1999. La panique s'empare de la rue de la Loi et le gouvernement va accumuler les erreurs. Vous allez l'entendre, ces 2 semaines ressemblent à un catalogue des erreurs à ne pas commettre quand on est en mode gestion de crise. Oui, et pour bien comprendre aussi ce qui va suivre, un petit rappel de ce que sont les dioxines. C'est un polluant, une famille de polluants issus de la combustion qui s'accumulent dans l'organisme des animaux et des êtres humains et qui, à certaines doses, peuvent causer des cancers et des perturbations du système endocrinien. Il existe donc des doses à ne pas dépasser dans la chaîne alimentaire. Or, en 1999, en Belgique, ces normes ont été très largement dépassées. L'autre aspect de cette crise, c'est le fait qu'on met au jour la fragilité du système agro-industriel. Les années 90 ont été marquées par plusieurs controverses sanitaires, le bœuf aux hormones, les OGM, la vache folle, la crise de la dioxine, vient clore une décennie où la méfiance s'est petit à petit installée chez les consommateurs. Pour en parler avec nous, nous recevons notamment Marc Sirlereau. Bonjour. Bonjour. Marc, journaliste politique à la RTBF. Une toute première question d'abord. Vous faisiez quoi, vous, en 1999 ? Eh bien, j'étais déjà journaliste politique à la RTBF. Et vous avez vécu 2 semaines agitées ? Oui, et après la formation du gouvernement, mais c'était 2 semaines très, très agitées. Isabelle Durand, vous avez été vice-première ministre écolo en 1999. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Votre parti est monté au gouvernement après ce scandale, sans doute aidé en partie par la crise de la dioxine. Vous vous souvenez du jour où le scandale a éclaté ? Oui, enfin pas avec précision, mais je me souviens, moi j'étais tête de liste au Sénat, j'étais secrétaire fédéral, comme on disait à l'époque, d'écolo avec Jacques Limoral. On avait déjà le sentiment, avant même d'avoir la révélation des faits, que on avait quand même le vent en poupe et les sondages, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. Et donc, quand cette information est tombée, pour nous, c'était la révélation supplémentaire d'un modèle à bout de souffle, d'un modèle agricole qui ne peut plus fonctionner et qui démontre à quel point il devient carrément dangereux, non seulement pour des raisons de santé, mais aussi pour des raisons environnementales. On se replonge tout de suite dans ces 2 semaines de folie en Belgique. On est en 1999.
Le 27 mai 1999. Le printemps s'est installé sur la Belgique. La campagne électorale bat son plein et le pays découvre une jeune joueuse de 16 ans au deuxième tour du tournoi de Roland-Garros. Malheureusement, Justine s'inclinera en 3 manches, mais elle a vraiment frôlé l'exploit d'un cheveu. C'était magique pour moi. J'ai vécu le plus grand moment de ma carrière tennistique jusqu'à présent. Dans le journal, le sujet qui suit concerne une information peut-être inquiétante. Il n'y a donc plus de Belges à Roland-Garros. Une nouvelle affaire qui concerne la consommation chez nous et qui est peut-être inquiétante. On a découvert de la dioxine mélangée à de la nourriture pour poulets. Plusieurs contrôles ont été effectués dans des installations agricoles en Flandre et en Wallonie. Des installations donc qui sont pour l'instant sous contrôle et qui ne peuvent plus vendre ces poulets. Vous aurez peut-être remarqué, François de Brigode parle d'une nouvelle affaire concernant la consommation. Car le pays a encore en tête la crise de la vache folle. Une épidémie qui a touché les élevages de bovins anglais en 1996. La maladie se transmettait aux bovins par les farines animales et pouvait parfois se transmettre à l'homme, ce qui a suscité une crise sanitaire majeure. Cette fois, on parle de poules, de poulets et d'œufs. On parle de dioxine et surtout, on parle de la Belgique. Le 27 mai, on est inquiet. Le lendemain, le 28, c'est la panique. Des poulets nourris à la dioxine chez nous, le ministère de la Santé prend une mesure maximale. Tous les poulets et les œufs sont retirés de la consommation. Frank Vandenbroek se serait bien dopé, c'est ce qu'affirme le journal sportif français L'Équipe. Bonsoir à tous. Notre nourriture est-elle en danger après la vache folle, le poulet à la dioxine? Il y a quelques semaines, en effet, une importante quantité de viande de poulet à la dioxine a été mise en vente à travers toute la Belgique. À la suite de cette contamination, le ministère de la Santé a décidé cet après-midi de retirer de la consommation tous les poulets et les œufs. Tous les poulets et les œufs produits en Belgique sont du jour au lendemain interdits de vente. Une décision choc qui surprend la population. Tous les poulets belges seraient donc contaminés. Mais qu'est-ce que la dioxine et qu'est-ce qu'on risque? Les questions fusent et le plus souvent restent sans réponse. Même fortement contaminés, ces poulets ne seraient pas nocifs pour la santé à condition d'en avoir mangé occasionnellement. Les dioxines sont assez perverses en fait, parce que la toxicité aiguë est pratiquement inexistante chez l'homme. Et cette toxicité se manifeste effectivement après une exposition très insidieuse sur plusieurs années. Donc il faut habituellement une exposition de longue durée pour voir apparaître des effets. Et je dois dire que dans l'environnement, on n'a pas d'indication de risque lié aux dioxines, mais on a quand même des données chez l'animal, des données dans l'industrie qui suggèrent des effets, par exemple au niveau du système immunitaire. Bref, provoquer à terme des cancers. Cancer, immunité, contamination, chaîne alimentaire. Le ministère de la Santé a décidé pour la santé apparaître des effets. Les mots s'entrechoquent sans qu'on comprenne toujours bien l'état réel du problème. En attendant, dans les rayons des supermarchés, les volailles sont absentes, ou presque. Tous les produits belges sont retirés. Il ne reste que quelques poulets français et il n'y a presque plus d'œufs. Posée sur un rayonnage vide, la direction du GBD Vert a écrit un message à destination de ses clients. Chers clients, à titre préventif, GB retire les poulets belges et les œufs belges de ses rayons. Suite au communiqué de presse diffusé par le ministère de l'Agriculture et dans l'attente de plus d'informations, nous préférons retirer de la vente les poulets belges et les œufs belges de nos rayons. Tous les poulets et les œufs restants dans les magasins GB sont d'origine française. Oh ben ça alors. Vous allez quand même faire du gâteau? Bah j'hésite, hein. Sur les marchés, l'interdiction est moins bien respectée. À Namur, certains vendeurs jurent que leur poulet est sain et bravent donc les consignes impunément. C'est toujours contrôlé par vétérinaire et l'abattoir avec lequel nous travaillons a été contrôlé hier matin, expressément à cause du problème de la dioxine.
et qu'ils ont constaté qu'il n'y avait pas de dioxine dans le poulet. Ça, c'est le papier pour dire que les poulets, on n'a trouvé aucune dioxine dans les poulets. Et là en français, là en irlandais, traduit. Donc alors, où va-t-on? Parmi les clients, la méfiance règne. Mais attention, il y a ceux qui se méfient des poulets et ceux qui se méfient du gouvernement. J'ai acheté du poulet, effectivement. Ça ne vous fait pas peur? Non, absolument pas. Malgré les recommandations officielles? Oui, mais je présume que s'il est là pour en vendre, c'est qu'il a quand même l'autorisation de le faire, je présume. Que vous comptez acheter des œufs et du poulet? Oui, bien sûr. Ça ne vous fait pas peur? Non, c'est rien. Il faut mourir de quelque chose, non? Alors, de ça ou d'autre chose? D'après ce qu'on a vu à la télévision, non, je préfère m'en passer. Ça vous fait un peu peur? Tout à fait, oui. J'y tiens à ma santé. Dans une certaine confusion, le public ne comprend pas bien pourquoi une contamination que l'on dit maîtrisée et pas si dangereuse suscite une telle mesure générale d'interdiction de vente. La réponse, c'est que les autorités sont dépassées et ne maîtrisent plus rien. Pour comprendre, il faut revenir 4 mois plus tôt dans la région de Roulers. Les étendues plates du centre de la Flandre occidentale affrontent les derniers mois de l'hiver. À la périphérie de la ville, les parcs industriels s'étendent à perte de vue. Parmi les spécialités économiques de Roulers, l'agroalimentaire, Soubry, Rodenbach et d'autres grands noms font la fierté de la région. Le passé rural s'efface peu à peu. Les fermes deviennent des usines, de plus en plus grandes, de plus en plus performantes et de plus en plus rentables. C'est dans une de ces fermes qu'un éleveur de poules pondeuses s'inquiète fin janvier. Tout commence au début du mois de février de cette année. Un éleveur de la région de Roulers constate que ses poules pondent moins. Il constate aussi que les œufs éclosent moins que d'habitude. L'éleveur fait rapidement le lien entre ces anomalies et la nourriture de ses volailles. Le fournisseur est averti et fait effectuer des analyses pour voir si les aliments sont correctement composés. Le 19 mars, les services du ministère de l'Agriculture sont avertis de l'existence d'un problème dans certains élevages de volailles desservis par le même fournisseur d'aliments. Ce fournisseur pense que c'est la graisse qui pose problème. Le ministère de l'Agriculture fera analyser des échantillons. Il enquête chez le fournisseur des graisses, la société Verkest, à Deins, près de Gand. Le 12 avril, un premier procès-verbal dressé par les enquêteurs du ministère de l'Agriculture évoque la présence de substances interdites. En fait, la graisse contenait de la graisse de friture. Le procès-verbal est envoyé quelques jours plus tard au parquet de Gand. Voilà donc la chaîne des événements. Un éleveur s'inquiète de la nourriture de ses volailles. Le ministère de l'Agriculture effectue donc des analyses et remonte jusqu'à un fournisseur de graisse. La graisse qui entre dans la composition des farines animales que l'on donne aux poulets et aux poules dans les élevages industriels. Or, la graisse de la société Verkest, située à Deins, contenait de l'huile de moteur. De l'huile minérale a été mélangée à des huiles végétales produisant des dioxines. Les autorités font face à un problème de taille. Il existe à l'époque peu de traçabilité dans la chaîne d'alimentation du bétail. Difficile de savoir quel lot de graisse était contaminé. Encore plus compliqué de savoir quel fournisseur a utilisé ces graisses et surtout quasiment impossible de savoir quel élevage en a acheté. Bien ennuyé, le ministère de l'Agriculture et celui de la Santé sont informés du problème le 26 avril. Mais ils ne font rien. Enfin si, ils font tout pour cacher l'information. C'est une fuite, fin mai, qui va tout précipiter. Comment expliquer une telle passivité durant plus d'un mois? Le ministre de l'Agriculture, le social-chrétien flamand Karel Pinkston, tente de s'expliquer. Si on l'avait fait plus tôt, ça aurait été la panique. On sait seulement depuis hier avec certitude qu'il y a contamination dans la viande des poulets et dans les œufs.
Le 26 avril, on savait qu'il y avait contamination dans la nourriture des animaux, mais on ne savait pas que c'était aussi dans la viande et les œufs. Ça aurait été vraiment insensé à ce moment-là de déstabiliser tout le secteur dans lequel travaillent 10 000 personnes. Éviter de déstabiliser le secteur du poulet. L'explication a le mérite de la clarté. Le ministre de l'Agriculture a préféré défendre l'agriculture et les éleveurs plutôt que la santé publique. Et le ministre de la Santé, le socialiste flamand Marcel Colla, n'a pas bronché. Très vite, cette posture suscite de vives réactions dans la classe politique, surtout du côté francophone, car la contamination touche principalement les élevages industriels situés en majorité en Flandre. Or, les éleveurs wallons sont aussi touchés et interdits de vente. La cause de tous ces maux, un nom revient tout le temps. Boerenbond, le puissant syndicat agricole flamand dont Karel Pinkston est proche. Même le président du Parti socialiste, Philippe Busquin, en majorité avec le CVP de Karel Pinkston, sort de sa réserve. Nous avons des questions. Quelle a été la réaction du ministère de l'Agriculture? Elle nous paraît totalement insuffisante. Quels sont les liens qui ont été faits entre le ministre de l'Agriculture et la puissante organisation Boerenbond? C'est important de le savoir. En tout cas, nous n'acceptons pas que les choses se passent comme cela et que finalement tous les producteurs soient menacés, entre autres les producteurs de volailles de qualité. Philippe Busquin n'est pas du genre franc-tireur. S'il abandonne sa placidité habituelle, c'est que l'affaire est grave et qu'elle a lieu 2 semaines avant les élections du 13 juin 1999. Des élections d'autant plus importantes que l'on vote en même temps pour les régions et pour le fédéral. Tout le monde pressent que les conséquences politiques de cette affaire seront massives. Dans l'opposition, le PRL de Louis Michel attend son heure. Les sondages sont bons depuis quelques mois. Le gouvernement socialiste social-chrétien qui a traversé toutes les années 90 semble à bout de souffle. Cette affaire vient soutenir le discours du PRL, celui d'un pays mal gouverné qui sort épuisé de l'affaire du trou. Mais c'est de nouveau une attitude grotesque de notre gouvernement. Ça ne fait que de parachever le dysfonctionnement général de la puissance publique, de l'État, le manque de transparence, les combines, les cachotteries, ce qui évidemment crée un sentiment détestable chez les gens. À juste titre, on ne joue pas comme ça impunément avec la santé d'une population. On ne joue pas non plus impunément avec l'image de marque de notre pays. Les effets économiques vont de nouveau être catastrophiques. En plus, il y a tout de même, de nouveau, l'ombre tutélaire du Boerenbond, de la toute-puissance des organisations CVP, il faut bien dire, flamandes, avec cette mesure unilatérale qui pénalise aussi bien les éleveurs en faute, et qui produisent des produits malsains, et les éleveurs wallons qui, eux, produisent de bons produits, et on prend une mesure qui est unilatérale, on punit les bons en même temps que les mauvais, c'est intolérable. L'autre parti qui sent venir son heure, c'est Écolo. Là aussi, les Verts sont poussés par les sondages. N'oubliez pas, on est fin mai 1999 et on vote dans 2 semaines. Olivier Deleuze pointe l'agriculture industrielle, cause de tous les maux. Ça m'inspire que c'est pas un accident, c'est pas comme une plaque de verglas. Après la viande folle et le bœuf aux hormones et la mafia des hormones en Belgique, etc., etc. Maintenant les poulets et demain les porcs. C'est pas un scandale, c'est une gestion scandaleuse, c'est une politique scandaleuse. C'est les gros élevages qu'on essaye maintenant d'implanter en Wallonie, où c'est avant tout l'argent qui prime. Tout ça géré par le Boerenbond et la santé des consommateurs, on s'en fout. Alors je me demande qu'est-ce qu'il faudra encore attendre comme drame pour se rendre compte que si on continue comme ça, si on met de côté une agriculture de qualité, eh bien la santé des gens va en souffrir. Chaque jour qui passe voit la situation sanitaire se dégrader. Les autorités ont bien du mal à savoir quel élevage a utilisé ces farines contaminées aux dioxines. Un jour, on parle d'interdiction de vente de poulet et d'œufs, puis d'interdiction d'abattage, puis on parle aussi du lait, et puis on parle aussi des cochons. Le matin, un abattoir peut abattre,
et le soir, être interdit. La crise de la dioxine vire à la poule sans tête. En Wallonie surtout, où la filière est plus familiale, la colère gronde. 4 heures au matin, j'étais réveillé par la gendarmerie, comme quoi l'abattoir devait être fermé aujourd'hui, le 2 juin. Vous avez reçu l'interdiction d'abattre jusque demain, et demain? Demain, je travaille. On peut venir, je travaille demain. Ça, il n'y a rien à faire. Les bêtes sont dans les caisses, ils sont filmés, ils sont dans les caisses. Les bêtes ne vont pas rester là pendant 3 jours sans avoir à manger ni à boire. Demain, j'en vais. La gendarmerie fait fermer des abattoirs, elle confisque des lots. Des millions de poulets vont finir à l'incinérateur. Les bulldozers se chargent sans fin de carcasses. L'ampleur de la crise apparaît chaque jour de plus en plus évidente. La confusion belge ne suscite pas que des critiques dans la population. En Europe, les autres pays ferment leurs frontières aux poulets belges. L'image du pays à l'étranger est gravement atteinte. La Commission européenne tape du poing sur la table. Le 1er juin, la Belgique est frappée d'une interdiction d'exportation sur les poulets et les œufs. Elle doit détruire tous les produits suspects, y compris les produits dérivés comme la mayonnaise, les pâtes et les biscuits. La commissaire en charge de la consommation, Emma Bonino, se montre très dure envers notre pays. Juste pour vous donner un exemple, la mayonnaise contient au moins 7%. Les pâtes fraîches, c'est le 18%. De ne pas nous avoir informés, ça est pour tous les consommateurs, ça c'est dramatique, parce qu'évidemment, ils le savent depuis le 26 avril, et le fait de nous avoir informés le 27 mai, ça c'est évidemment quelque chose qui est inacceptable par rapport aux procédures et aux lois qui tiennent ensemble les 15 pays membres. Ça c'est vraiment inacceptable. Ce mois entier qui s'est écoulé entre l'alerte reçue par les autorités et l'interdiction de vente met le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, CVP, sous grande pression. Durant plusieurs jours, il défend ses ministres, les ministres Karel Pinkston à l'agriculture et Marcel Colas à la santé. Leur version, quand l'alerte est arrivée le 26 avril, ils savaient que la dioxine était présente dans la nourriture des poulets, mais ils ignoraient qu'elle était présente, la dioxine, dans les poulets mêmes. Et donc, ils ne soupçonnaient pas un danger pour la santé humaine. Mais le 1er juin, l'hebdomadaire Knack sort une bombe. L'expert vétérinaire qui a fait les analyses et rédigé ce fameux premier rapport, le docteur de Stickereux, parle enfin. Je suis particulièrement en colère car les ministres Pinkston et Colas ont menti à la population. Ce n'est pas vrai qu'ils ont dû attendre fin mai pour savoir s'il y avait de la dioxine dans les poulets. Mon rapport au ministre Colas, faxé le 28 avril, mentionne sans équivoque qu'il y avait un danger pour la santé publique, ajoute André de Stickereux. J'ai l'impression que le but était de ne pas avertir la population. Mais à partir du moment où la VRT a diffusé le document confidentiel que j'avais envoyé en tant qu'expert d'assurance à l'inspection des matières premières, on ne pouvait plus éviter le scandale. Les élections sont toujours prévues le 13 juin. Il reste donc 12 jours avant le scrutin. Le rapport du vétérinaire n'est pas arrivé dans la presse par hasard. C'est le leader de l'opposition en Flandre, un certain Guy Verhofstadt du VLD, qui l'a fait fuiter. Cette information finit par faire craquer Jean-Luc Dehaene qui demande et obtient la démission des 2 ministres. Leurs explications vaseuses ajoutent pourtant encore à l'impression de chaos Marcel Colas, ministre de la Santé, socialiste flamand. Et ça donne l'impression qu'on a essayé de camoufler quelque chose. Moi, je dis que cette impression n'est pas juste, mais que ce sera très difficile de convaincre tout le monde de la sincérité. La version de Karel Pinkston, du CVP, ministre de l'Agriculture, est un peu différente. Lui, il dit ne pas avoir reçu ce fameux rapport. Mais si depuis hier matin, apparemment, par un document du 28 ou 29 avril du même docteur de Stickereux, là, je vous dis, très formellement, je ne l'ai pas reçu. Donc c'est M. Colas qui est un peu en tort, là. Ça, je ne le dis pas. La démission des 2 ministres est un coup très dur pour
pour le gouvernement. Mais elle apporte un signal. Il y a désormais une faute avérée et 2 responsables. Jean-Luc Dehaene met toute son énergie à tenter de réparer ce qui peut l'être. Il faut organiser la destruction de millions de poulets et d'œufs. Il faut dédommager les éleveurs, très fâchés. Il faut rassurer les consommateurs, inquiets. Il faut convaincre les autres pays européens et la Commission européenne. Et puis surtout, il faut convaincre les électeurs. Le 11 juin, il reste 2 jours avant les élections et le taureau de Vilvoorde organise une conférence de presse. Je ne pense pas que nous en sortirons en nous tirant mutuellement dans les pattes. Après cette crise, qu'il qualifie d'une des plus difficiles, Jean-Luc Dehaene croit-il que les électeurs le sanctionneront. Mais disons, s'il s'avère qu'ils nous font payer cette crise dans laquelle nous ne sommes pour rien, puisque ce n'est pas nous qui avons mis de la dioxine dedans, s'ils nous font payer cette crise, je ne leur prendrai même pas de mauvaise part. Ik zou die reactie perfect begrijpen. Il comprendra donc, dit-il, cette réaction. Réponse dimanche soir. Et les électeurs vont en effet faire payer Jean-Luc Dehaene et les partis de son gouvernement. Le CVP perd 7 sièges et perd surtout la place de premier parti qu'il occupait depuis des décennies, au profit du VLD, de Guy Verhofstadt. Celui-ci forme un gouvernement sans les chrétiens démocrates, une première depuis 1954. Les socialistes flamands perdent 6 sièges, les socialistes francophones 2 sièges. Et puis de son côté, Écolo double son score électoral et monte pour la première fois dans les exécutifs fédéraux et régionaux. La première, l'histoire continue. On évoque donc la crise de la dioxine en 1999 dans cet épisode avec Marc Sirlereau, journaliste politique à la RTBF, et Isabelle Durand. Je rappelle que vous étiez vice-première ministre écolo en 1999, donc après que le scandale de la dioxine ait éclaté. Oui, et un mot d'abord peut-être sur le bilan de cette crise. 2-3 chiffres. Sur le plan sanitaire, le bilan est difficile à établir encore aujourd'hui. Alors, il y a une étude de l'université de Gand et de la VUB qui a été publiée en 2015 et qui a conclu que cette crise de la dioxine aurait entraîné 20 000 cas de cancer quand même, 22 000 cas de diabète et 24 000 cas d'hypertension. Mais le bilan est contesté par d'autres experts, notamment du KCE, etc. C'est compliqué en tout cas de savoir l'impact. Alors, sur le plan financier, le coût économique total de cette crise est estimé à quelques 2 milliards d'euros et au total, plus de 93 000 tonnes de viande seront détruites. Alors Isabelle Durand, à cette époque-là, vous êtes dans l'opposition au moment où le scandale éclate. Rapidement, vous comprenez que cette histoire, elle est majeure ? Ah oui, très vite, dans les informations qui tombent, on réalise à quel point cette contamination est la démonstration d'un système non contrôlé, non tracé et surtout d'un système qui, par une agriculture extensive et par des élevages qui sont d'une taille disproportionnée, on arrive à effectivement ce scandale de là. Et c'est pas tellement la question de savoir qui a mis la graisse, c'est la question de la traçabilité, de la capacité dans des établissements d'une telle taille de contrôler et de surveiller la qualité des aliments. C'est pourquoi nous défendions depuis toujours et continuons de défendre l'idée qu'il faut une agriculture de taille raisonnable, une agriculture qui est souveraine, une agriculture qui est orientée vers ses consommateurs plutôt qu'une agriculture extensive, comme elle existe d'ailleurs toujours et comme la politique européenne d'ailleurs, hélas, la maintient. Alors Marc Sirlereau, peut-être un mot sur la manière dont dans la population ce scandale a éclaté et quel effet ça a eu. On entend dans le récit, à Namur, une dame dire « Bon, il faut bien mourir de quelque chose, je continue à acheter mon poulet ». Entre la psychose et puis le je m'en foutisme, quel était l'état de la population en juin 99 ? Les informations étaient d'abord très peu claires. On apprenait par bribes, je vois ça comme journaliste, on apprenait par bribes des informations. Et puis, il faut aussi bien dire, à l'époque, pas de réseaux sociaux. Vous imaginez maintenant, ça partirait dans tous les sens. Et puis, il faut bien dire que c'était encore une période où les contrôles n'étaient pas très nombreux et où le citoyen, d'une certaine manière, ne s'inquiétait pas vraiment de savoir d'où venaient ses poulets, d'où venaient ses œufs, et il ne savait pas non plus très bien où allaient ses déchets. Quand vous demandiez aux gens, dans les années 80 et au début des années 90,
où allaient leurs déchets, les gens ne savaient pas vous le dire. Dans les années 90, ça a déjà changé. C'est là qu'on a commencé notamment à mettre en place, comparaison n'est pas raison, mais des parcs à conteneurs. Jusque-là, ça n'existait pas. On ne s'en rend pas compte maintenant, on est en 2023, mais plein de choses ont changé en 24 ans. Il y a eu des contrôles, beaucoup plus, grâce notamment à cette affaire, ou malheureusement à cause de cette affaire. Mais du côté de la population, dire qu'il y avait un sentiment d'inquiétude, on ne peut pas dire ça. Il y avait un sentiment de prise de conscience chez certains en disant on ne peut plus continuer comme ça se passe depuis des décennies. Isabelle Durand. Oui, j'ajoute à ce qui vient d'être dit qu'on était aussi à un moment où, hélas, on était encore dans les suites de l'affaire Dutroux, qui elle aussi est une affaire de dysfonctionnement entre la gendarmerie et la police, parce que sinon, probablement, ces petites filles auraient été retrouvées à temps. On était après toute la question du financement des partis. On se rappelle de toute la suite du financement des partis, de l'affaire Agusta. Et donc, je crois qu'il y avait vraiment à ce moment-là, et c'était d'ailleurs c'est une des raisons, à mon avis, aussi de la victoire d'écolo à ce moment-là, c'est le sentiment que non seulement on ne savait pas, ou on ne se souciait peut-être pas tellement de son alimentation, mais aussi on avait le sentiment que la société était un peu, comment je vais dire, bloquée, que la gouvernance était mauvaise, que la façon dont les ministres ou la classe politique s'exprimaient n'était pas complète, ou ne donnait pas toute l'information, ou méprisait un peu la parole des gens. Et ça, c'est quand même un climat citoyen, entre guillemets, qui marquait la fin de quelque chose. Ça veut dire que, parce que Écolo double son score après la crise de la dioxine, vous allez entrer dans les gouvernements à ce moment-là, c'est pas que la crise de la dioxine, ou quand même, c'est majoritairement cette crise de la dioxine qui a fait ce succès d'Écolo? C'est difficile à dire, mais je pense qu'il y avait déjà, je dirais, une lassitude et de la part des citoyens électeurs. Et évidemment, la crise de la dioxine a été en 15 jours, je dirais, la matérialisation supplémentaire de cette crise-là. Mais on avait déjà quelque part, nous, mis en évidence par sur une série d'affaires, les difficultés. On se rappelle toute la commission d'enquête sur l'affaire Dutroux. Il y a eu tout un travail qui a été fait antérieurement, mais je crois que la crise de la dioxine a vraiment été le déclencheur supplémentaire. Alors, pour combien ça a contribué, ça c'est difficile à dire, évidemment. Oui, Marc-Cyril Leroux, votre avis là-dessus, sur le rôle que ça a joué dans ce scrutin, parce que c'est 2 semaines avant, c'est vraiment un événement imprévisible. Il y a aussi un homme dans l'ombre qui a joué un rôle important, c'est Guy Verhofstadt, puisque c'est lui qui livre à la presse le rapport qui était censé rester confidentiel, le rapport vétérinaire qui montre les problèmes. Est-ce que ça a fait basculer l'élection ? Oui, en grande partie, parce que, rappelons-le, une info chasse l'autre. Si cette affaire, cette crise de la dioxine avait été découverte avec la même ampleur au mois de novembre ou au mois de janvier, au moment des élections, 6 mois après, sans doute que beaucoup de gens auraient oublié. Mais comme l'a dit Isabelle Durand, il y a eu un contexte entre 95 et 99 qui a quand même été lourd et pesant. Bon, l'affaire Dutroux, on ne doit pas le rappeler, mais les dysfonctionnements de la justice, de la police, pour les gens, c'était un dysfonctionnement de l'État. Ça a quand même fortement joué. Il y a eu la mort de Semira Adamou, on avait oublié, mais ça a quand même entraîné la démission de Louis Toba, qui avait lui-même remplacé Johan van de Lanotte comme ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire une jeune Guinéenne qui est rapatriée dans son pays, bon, de force volontaire. Elle ne voulait pas partir de manière volontaire, et puis elle a été étouffée avec des coussins mis sur sa bouche par des gendarmes. C'était quand même un contexte pas facile. Et puis, peut-être qu'il y a joué aussi dans le succès d'Écolo, on l'oublie parfois, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient d'évoquer. Il y avait la situation financière de la communauté française qui était déjà à l'époque dans une très mauvaise situation financière, avec des décisions de ce gouvernement emmenées à l'époque par Loreton Cummings de supprimer 3000 postes d'enseignants dans les écoles. Il y avait tout un contexte porteur. Voilà, il y avait des grèves et tout. Donc, quand vous mettez tous ces éléments les uns après les autres, et puis cette crise qui tombe bien électoralement pour l'opposition, elle a incontestablement joué un rôle dans le résultat des élections et la défaite de ce parti qui incarnait l'État belgique. L'État belgique, c'était, pour tout le monde, c'était le CVP, l'État CVP, comme on le disait, c'est lui qui a traqué le plus. Et pour parler d'écolo, ils ont gagné en 99 200 000 voix. C'est quand même pas négligeable. Et ils sont passés avec Groen de 11 sièges jusqu'en 99. Et après les élections de 99, ils étaient à 20 sièges à la Chambre. 20 sièges sur 150, c'était quand même très représentatif. Oui, il faut s'imaginer, le CVP, en fait, il est au gouvernement tout le temps depuis la guerre, sauf à une reprise en 1954. Entre 54 et 58, là, il y a une coalition socialiste. Il a toujours été au pouvoir. Domination de la tête et des pieds du CVP. Isabelle Durand, ce contexte-là aussi, vous arrivez quand même dans un contexte, puisque vous allez arriver au pouvoir en 99,
où vous devez gérer quelque part presque 40 ou 50 ans de succession du CVP. Oui, et franchement, c'était un exercice terriblement difficile, non seulement pour la gestion quotidienne de la crise de la dioxine dans les premiers jours. Parce que ça a continué après. Hein. Ici, le récit va jusqu'aux élections, mais après, ça a été terrible. C'était pas fini. Ouais. Il a fallu d'abord essayer d'avoir des chiffres, tout simplement, comprendre, avoir des informations suffisantes pour pouvoir prendre des décisions. Or, évidemment, je ne veux pas incriminer les fonctionnaires de l'époque ou autres de ne pas donner l'info, mais je pense quand même qu'après la défaite cuisante du CVP et vu, je dirais, la tonalité et surtout la couleur politique de pas mal de hauts fonctionnaires dans ces administrations, c'était pas très facile d'avoir toute l'info. C'est pour ça qu'on appelait ça l'État CVP. Exactement. Et donc cette espèce de collusion entre les ministres, surtout sur le domaine de l'agriculture, qui était, comme vous le disiez, aussi piloté quelque part par le Boerenbond. Et donc, pas facile d'avoir de l'info. Donc, première chose, essayer d'en avoir. J'ai en tête les premiers cairns où, avec Johan van de la Notte et Guy Verhofstadt, on essaye de calculer le nombre de poulets, le poids d'un cochon, pour savoir... C'était invraisemblable. Sans avoir l'expertise. On n'avait pas l'expertise. Et donc, assez vite, on s'est évidemment rendu compte qu'on ne pouvait pas travailler à l'aveugle. Et donc, on a nommé un commissaire à la dioxine, Monsieur Willox, qui a dû faire la transparence sur l'ensemble du dossier. C'était un socialiste de Saint-Nicolas, exactement. Et donc, lui a travaillé à ça. Et simultanément, il a fallu que Magda Alvoet, qui était la ministre Groen à Galef de la santé publique, elle a dû construire, l'agence pour la sécurité alimentaire. Ce qui était aussi quelque chose de compliqué, parce que cette agence se construit en même temps qu'une commission d'enquête au Parlement, qui commence évidemment à interroger, c'est le principe d'une commission d'enquête, sur l'ensemble de l'affaire et sur non seulement l'ensemble de l'affaire, mais les recommandations. Et donc, on est dans un moment très compliqué. Et puis, la dernière complication, surtout pour Guy Verhofstadt, qui avait comme objectif de refaire de la Belgique un État modèle, un État qui pousse à la participation européenne. On commence mal, évidemment. On entendait la commissaire, qui était très... Bon, elle avait raison, évidemment, d'être... Très dure. Qui est très dure. Elle n'avait pas tort. Je veux dire, c'est clair que quand un pays n'informe pas, c'est d'ailleurs aussi ça qui a obligé l'Union européenne à mettre aussi de nouveaux dispositifs en place, parce qu'on avait déjà connu la crise de la vache folle. Juste avant. Et c'est pour ça que Guy Verhofstadt était d'ailleurs très, très courroucé, parce que l'Union européenne ne voulait pas contribuer suffisamment au dédommagement des éleveurs, alors qu'on l'avait fait dans certaines circonstances, je dirais plus favorablement pour la Grande-Bretagne quelques années auparavant. Donc on a vraiment démarré dans quelque chose de très difficile, mais la puissance du CVP, elle ne s'est pas démarquée seulement sur la question des poulets et la dioxine. Hein. Moi, j'ai été ministre des Transports. La question de la SNCB, c'est aussi un dossier, ou la question de l'aéroport, c'est aussi un dossier où on retrouve les mêmes acteurs, les mêmes difficultés et je dirais les mêmes résistances. Pour rester un instant sur la crise de la dioxine, Isabelle Durand, le choix qui a été fait, le choix politique qui a été fait, celui de la création de l'AFSCA notamment, c'est celui de la traçabilité, c'est celui de pouvoir retrouver les informations sur les transmissions au sein de la chaîne alimentaire. C'est pas le changement d'un modèle d'agriculture. Exactement. Oui, non, tout à fait. Et donc, on reste dans le même modèle. D'ailleurs, on y est toujours. Et évidemment, c'est mieux même dans un modèle comme celui-là d'avoir de la traçabilité et d'avoir de la transparence. Mais ça empêche de remettre en cause le modèle, quelque part. Mais en même temps, le modèle, on ne peut pas le remettre en cause complètement au niveau belge parce qu'on dépend aussi des politiques européennes et de la politique agricole commune qui a, elle aussi, ce même type de modèle. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu sur ce dossier, déjà avant la crise de la dioxine, une fracture entre Wallonie et Flandre sur le mode d'agriculture que l'on souhaite. Et il ne s'est pas résolu avec l'AFSCA. D'ailleurs, l'AFSCA, ultérieurement, a parfois été considérée par des agriculteurs, surtout wallons. Je me rappelle encore de certains qui considéraient les inspecteurs de l'AFSCA comme la Gestapo. Oui, un peu le bras armé de l'industrie. Le bras armé du contrôle et qui a été très loin pour les petites... avec des normes très compliquées des normes très difficiles à respecter, des petits abattoirs qu'on a fermés, alors qu'au fond, les petits abattoirs ont un grand avantage parce qu'ils sont plus proches de la ferme ou du lieu d'élevage. C'est mieux pour le bien-être animal. Enfin, pour toutes sortes de raisons, c'est plus logique que les gros abattoirs. Et donc, non, le modèle, en effet, n'a pas changé. Simplement, on a mis au clair, si je peux dire, la chaîne complète depuis la production jusqu'au consommateur.
Oui, Marc Serleroux, sur les leçons politiques, quelque part, de cette crise, on voit qu'il y a un mensonge des deux ministres, parce qu'il y a eu mensonge. On n'a pas voulu dire, on avait peur des élections, en réalité. Ou omission de dire la vérité. Voilà, c'est une forme de mensonge. Oui, mais enfin, quand Karel Pinkston dit « on ne m'a pas averti », a été plus clair, il a été averti, en fait. Là, il a menti. Là-dessus, quand même, une petite référence avec ce qui se passe dans les PFAS en Wallonie. C'est vrai qu'on voit que la ministre Céline Tellier, elle a aussi été avertie, enfin, on lui reproche de ne pas avoir dit suffisamment vite, de ne pas avoir été suffisamment transparente. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ces deux crises sanitaires? Bon, qui ne sont pas de la même ampleur, hein. Voilà, la crise de la dioxine, c'est encore plus important, mais quand même. La question à se poser, c'est dès qu'on apprend une information, l'information n'arrive pas directement sur le bureau du ou de la ministre, mais dès qu'on apprend une information de santé publique, il faut bien dire ici PFAS, et là la crise de la dioxine, mais comme vous l'avez dit, les comparaisons ne sont pas vraiment à faire dans leur ampleur, est-ce qu'il faut dire tout de suite ou attendre? On a toujours l'impression qu'on attend, qu'on ne veut pas le dire. Alors pourquoi? Alors on vous dit, il ne faut pas inquiéter la population. Le problème, c'est quand ça sort après, la population a l'impression qu'on lui a caché quelque chose, et si on a l'impression qu'on vous cache quelque chose, vous vous dites, c'est qu'il y a quelque chose de dangereux derrière, qu'on n'a pas voulu nous l'expliquer. Alors, la question à se poser, systématiquement, peut-être en politique, et dépassons le cas du PFAS, mais pour d'autres dossiers, c'est est-ce qu'il faut tout dire tout de suite et peut-être quelque part inquiéter et faire paniquer les gens, ou est-ce qu'on attend en disant n'allons pas trop vite, on va voir s'il y a des retombées ou l'autre, voir comment ça pourrait se passer, et dans ce cas-là, après on dit mais c'est pas normal, vous étiez ministre à l'époque, vous n'avez rien dit, vous avez été informé, vous n'avez rien dit. Alors ça c'était un beau dilemme, hein. C'est vraiment une belle question à se poser. Ceci dit, ce qui a changé, c'est qu'en 99... Les réseaux sociaux. Voilà. En 99, il n'y avait pas l'émission Investigation qui pouvait arriver avec des preuves à l'appui en disant « Regardez ce qu'il y a comme problème à tel ou tel endroit. À Chièvres, à Ronquière et tout ça. » À l'époque, il n'y avait pas ça de la même manière. C'est quand même des journalistes qui ont sorti l'affaire à l'époque. Mais le problème, c'est que... Mais c'est Guy Verhofstadt qui a donné le rapport. Parce que Guy Verhofstadt avait bien compris que c'était le bon moment, c'était le bon moment pour attaquer. Mais je vous dis, c'est la bonne question. Jusqu'où le monde politique doit-il, avec son administration, et parfois, et j'entendais bien ce que disait Isabelle Durand, jusqu'où le monde politique peut-il se retrancher derrière l'administration en disant « Oui, mais nous, on n'a pas toujours tout eu, c'est l'administration qui avait des infos et pas nous. » Là aussi, c'est une question à se poser dans la manière d'organiser de bons fonctionnements de l'État. Isabelle Durand, vous nous disiez que la crise de la dioxine, elle touchait un peu aux fondamentaux sur lesquels l'écolo était déjà en pointe. Si on fait simple, le lien entre l'économie, la santé, l'industrie, etc. Est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous voyez notamment ce qui s'est passé en Wallonie avec les PFAS, vous dites « ça va aussi toucher à nos fondamentaux, le lien entre la santé publique, la pollution environnementale, etc. et que c'est dangereux pour l'écolo ». En effet, c'était une question compliquée et elle a été élucidée petit à petit au Parlement wallon. C'est pas une question qui fait du bien, si je peux dire, à ceux qui pensent que la santé publique et l'environnement sont liés et qu'il faut, je dirais, soigner ce genre de choses. Ceci dit, comme vous le disiez vous-même, la comparaison a ses limites parce que tout de même, on est dans une affaire autrement plus restreinte que la crise de la dioxine, qui était une crise quasi internationale, enfin en tout cas européenne. Oui, avec une dimension européenne. Avec une dimension... et moins de retombées financières que la crise de la dioxine. Oui, ça c'est évident. Ça a coûté, je ne sais 2 milliards d'euros. Voilà, et on a dit 0,2% du PIB belge à l'époque, donc c'était vraiment la catastrophe. Par contre, sur ce que dit Marc Serleroux sur est-ce qu'on dit, est-ce qu'on ne dit pas, quand est-ce qu'on dit, quand est-ce qu'on parle, je pense qu'aujourd'hui la question se pose en des termes différents parce que les choses sortent, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Il y en a de toutes sortes, que ce soit des journalistes ou que ce soit des acteurs d'une filière. Aujourd'hui, on doit composer avec les lanceurs d'alerte qui, à juste titre, heureusement d'ailleurs, alertent sur des choses qui sont très graves ou moins graves, mais qu'ils jugent important de faire connaître. Et les réseaux sociaux sont une manière de le faire, en plus du travail d'investigation que peuvent mener des journalistes, divers acteurs. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'essayer de camoufler ou de cacher quelque chose, parce que de toute façon, ça sort d'office. Et au contraire, je pense que la proactivité s'impose dans tous ces cas, quitte à un peu insécuriser. Je pense que les gens sont insécurisés aujourd'hui par beaucoup d'autres choses aussi et préfèrent avoir une information même un peu, je dirais, inquiétante que de ne pas l'avoir ou de l'avoir a posteriori. Donc je crois que la proactivité... D'avoir la vérité, à vrai dire. Oui, c'est ça, ou en tout cas, vraiment ce qui se passe. Ou d'avoir, même si le ministre ne peut pas s'exprimer de façon définitive parce qu'il n'a pas toutes les infos, je pense quand même qu'alerter sur quelque chose qui se passe et auquel il va porter la plus grande attention est l'attitude à avoir. Oui, le rapport à la transparence pour avoir confiance, notamment dans les institutions, on sent à quel point ça résonne dans les années 90 et aujourd'hui. Merci beaucoup Marc Serleroux d'avoir été avec nous.
Merci Isabelle Durand. Avec plaisir. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, à la réalisation Jonathan Rémy et à la coordination Émilie Malice.